Je suis évidemment un peu impressionnée, ne sachant pas trop si ce que je vais raconter est vraiment ce que vous avez envie d'entendre et si on va y trouver notre compte. En tout cas, je suis chargée de me présenter, donc je vais le faire. Alors, se présenter, c'est toujours un peu difficile. On se sent toujours mieux quand c'est quelqu'un d'autre, parce qu'on peut toujours critiquer. Là, je vais m'autocritiquer toute seule. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours eu envie, toute petite, de comprendre comment la biologie fonctionnait. Et c'était, en fait, ça part d'observations très simples que vous avez tous dû faire, c'est en observant les têtards dans les mares. Voilà, comme dirait Boris Vian, les têtards, on finit par l'inspirer, c'est peut-être ça. En tout cas, l'observation du vivant avec cette capacité à partir d'une cellule et de donner un organisme complexe m'a toujours fascinée. Et c'est comme ça que, au fil de mon parcours, en passant par l'école normale, ensuite une thèse à l'Institut Jacques Monod avec Marcel Méchaly, qui parlera ici aussi plus tard. J'ai fait ensuite un stage postdoctoral aux États-Unis et je me suis vraiment intéressée en fait à l'organisation du génome. Donc ça peut paraître surprenant. Je vous ai dit d'abord, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment un organisme se construit. Et je suis partie du génome, sans doute parce qu'à l'époque, on était très fasciné par tout ce qui concernait la biologie moléculaire et tout ce qui partait de l'ADN. Et j'ai commencé en fait à réfléchir en partant de là. Et donc je vais essayer de voir avec vous comment on peut, avec notre ADN, notre génome, arriver jusqu'à un organisme entier, puis ensuite comprendre aussi comment les dérèglements qui peuvent se produire dans cette organisation peuvent aider à comprendre l'apparition des cancers et peut-être, dans un certain nombre de cas, à les gérer. Donc, je vais commencer avec un premier élément. Et puis, je devrais dire quand même que je n'ai pas fini de me présenter. Je suis aujourd'hui à l'Institut Curie. Je suis directeur de recherche au CNRS. Et donc, j'ai une équipe de recherche et j'ai dirigé le centre de recherche pendant 5 ans. Une expérience aussi très intéressante et des échanges nombreux avec des chercheurs dans beaucoup de disciplines et des médecins qui vous ouvrent l'esprit sur beaucoup d'aspects. Alors, pour commencer, cette diapositive qui est un peu provocatrice, avec cette couverture du Time Magazine en 2010, qui mettait en avant pourquoi l'ADN n'est pas votre destin. Alors, l'ADN, notre génome, quoi de plus? Ce sont les questions qu'on peut être amené à se poser parce qu'effectivement, cet objet nous a beaucoup fascinés depuis un certain temps. Et j'amène immédiatement un terme qui interpelle le public, c'est ce terme épigénétique qui vient compléter cette vision qu'on a à partir de l'ADN. Une fois qu'on a fait le constat qu'on connaît la séquence de l'ADN, qu'est-ce qu'il nous faut encore pour comprendre comment il est utilisé dans nos cellules? Donc vous voyez, c'est un terme qui interpelle le public, qui a conduit à un essor d'utilisation du terme dans la littérature et peut-être aussi de recherche dans ce domaine, puisque vous voyez simplement en compte, en termes de publication, l'augmentation. Et donc, ce que je trouve amusant, c'est de voir que c'est à partir de 1994 qu'on voit comment les choses augmentent. Et c'est vrai qu'à partir de 1994, je suis arrivée à l'Institut Curie. Donc, c'est peut-être associé à cet accompagnement qu'on a lancé un peu d'énergie dans ce domaine. Alors, comment je voudrais procéder aujourd'hui? Je vais essayer de vous donner un peu l'origine du terme épigénétique avec son histoire. Ensuite, vous donner les mécanismes en jeu concernant l'organisation du génome. Et puis après, aborder les implications médicales pour le cancer avec les pistes actuelles et quelques exemples. Et enfin, des éléments de conclusion, des remarques et une discussion plus ouverte. Alors, l'épigénétique, elle part de l'Antiquité avec un terme qui est l'épigénèse, avant la génétique, et c'était à l'époque d'Aristote,
Et Aristote mettait en avant la théorie comme quoi, pour expliquer le développement, on partait de l'informe et progressivement la complexité émergeait. Et donc cette théorie, elle s'opposait complètement à la théorie selon laquelle il y avait un organisme miniature, tout petit dans le sperme, qui ne faisait que grandir en étant dans l'environnement chaleureux de la mer. Donc cette théorie, elle a mis un certain temps à être étayée. Et je fais un saut dans le temps pour arriver en 1865 avec Gregor Mendel. Et là, on arrive à la génétique avec son travail sur les petits pois. Vous avez sans doute tous à l'école vu les expériences des petits pois ridés et ces règles formelles qui permettaient de comprendre comment des traits pouvaient être hérités. Donc on a un premier début. Ensuite, on a une autre étape à considérer avec Conrad Waddington en 1942 qui a fabriqué ce terme épigénétique. Et en fait, c'est contrairement à ce qu'on pouvait penser, où épi en grec veut dire au-dessus et génétique qui serait donc placé en dessous, dans ce cadre-là, c'est un amalgame qui combinait deux termes, l'épigénèse et la génétique. Et donc, sa vision est représentée avec les paysages que vous voyez à droite, donc les paysages de Waddington. Et pour Waddington, cette vision artistique lui permettait de proposer que la cellule, qui peut être une de ces petites boules, s'engage dans des vallées. Et il y a une restriction de son destin au fur et à mesure qu'elle avance dans ces vallées qui définit son parcours dans le contexte du développement. Donc la question était de comprendre qu'est-ce qui canalisait ces billes pour les emmener vers un chemin au cours du développement. Donc c'était quand même astucieux ce mélange et il a été pendant un temps un peu oublié ce champ, surtout avec la découverte de l'ADN qui a amené au déchiffrage du génome, un travail où Rosalind Franklin, James Watson et Francis Crick en 1952 et 1953 ont pu identifier cet objet absolument fascinant de la double hélice qui, composé de cet alphabet génétique ATGC, permettait de comprendre comment on pouvait répliquer, donc dupliquer une information qui était au cœur de la cellule. Donc on avait une contrepartie moléculaire à la génétique, le génome. Donc vous voyez face à l'hélice Jim Watson avec Francis Crick qui sont face à cette hélice à imaginer tout ce qu'on va pouvoir comprendre en déchiffrant cet ADN. Et effectivement, le décryptage du génome complet a été, grâce à la révolution du séquençage, un travail très important qui a commencé dans les années 80 et aujourd'hui, on a quasiment fini ce séquençage. Et cette entrée dans l'ère génomique a amené cette idée qu'on disposait du livre de la vie. Donc si on a ce livre de la vie, malgré tout, il s'agit de savoir comment on lit ce livre. Et à cet égard, les expériences qui ont été réalisées concernant le clonage et la reprogrammation, les travaux qui ont été couronné du prix Nobel pour Sir John Gurdon et le professeur Shinya Yamanaka concernant la capacité de reprogrammer une cellule somatique. Donc, dans le cas des travaux de Sir John Gurdon, il s'agissait là de reprendre une cellule qui pouvait permettre de régénérer un amphibien complet. Et donc, c'était le premier type de clonage. Et Shinya Yamanaka a effectué une reprogrammation d'une cellule de peau de souris pour redonner une cellule souche dite pluripotente qui peut donner naissance à nouveau à toute une série de cellules différenciées. Donc, on voit bien qu'il y a là, avec le même ADN, la capacité de reprogrammer ce que la cellule peut exprimer et faire. Donc, on a une plasticité forte et l'alphabet apparaît, l'ADN apparaît comme un alphabet qui permet d'écrire, mais ce sont les cellules qui lisent le texte à leur manière. Donc, cette lecture du texte à leur manière, ça m'amène à cette diapositive sur laquelle on peut représenter
un génome et des cellules multiples avec leur épigénome, contrepartie du génome, et des mécanismes qu'on pourra appeler épigénétiques qui vont permettre de réguler comment le génome peut être lu et maintenu ensuite dans une différenciation particulière. Donc vous voyez ici l'exemple de cellules souches qui peuvent donner lieu à des cellules germinales, à des cellules de peau, à des cellules de neurones et à des cellules de muscles, avec dans chaque cas le même génome, mais un phénotype, une expression différente pour ces cellules. Alors, ce même texte, différentes interprétations, génome et épigénome, c'est un petit peu la manière de mettre en gras dans un texte selon la lecture qu'on en a et son point de vue, les choses. Donc, cette illustration vous montre comment, avec une histoire de princesse et de grenouille, on peut lire le même texte en y mettant une emphase à différents endroits. Quand on est la princesse Isabella mettra en gras que la princesse Isabella était très connue et que le prince Harry venait rendre visite à la princesse pour lui dire combien il l'aimait. Inversement, le prince Harry, lui, va mettre en exergue plutôt son rôle à lui, et donc il parlera de cette princesse, mais il mettra l'accent sur le fait que chaque jour, c'est le prince Harry qui venait lui rendre visite et lui disait combien il l'aimait. Donc voilà un peu schématiquement cette lecture du génome et ces paysages épigénétiques revisités par un artiste dans le cadre d'un réseau où on avait un résident artiste, Paul Liam Harrison, et vous allez le voir ici, ce sont les paysages épigénétiques de Waddington avec l'idée que les facteurs qui vont tirer sur les câbles vont modifier le paysage et conduire les cellules, qui sont les boules, à s'orienter de façon différente en fonction de cet effet qui est associé à l'environnement ou à la signalisation. Donc cette vision, il s'agissait de l'étayer évidemment avec des approches plus concrètes et aussi de comprendre comment, une fois qu'une cellule était engagée dans un destin cellulaire, elle pouvait maintenir son destin fixe dans le lignage avec une héritabilité mitotique. Donc l'idée, c'est qu'une cellule qui a adopté une identité, lorsqu'elle se divise, soit redonne la même cellule, et c'est une propagation de lignage, soit elle peut changer d'identité, et à ce moment-là, on est à un stade où elles sont capables de se différencier, ou alors il peut y avoir des défauts, et là, on va avoir des changements qui ne sont pas prévus et qui peuvent être associés à des pathologies. Donc, comment est-ce que ces éléments-là interviennent pendant la division cellulaire ? Un des aspects qui m'a particulièrement intéressée, c'était de comprendre comment ces éléments-là se produisaient lors de la phase S, donc le moment où on réplique l'ADN, et pour comprendre comment à la fois l'ADN lui-même était répliqué et ces autres éléments d'information pouvaient être propagés. Donc de quel élément d'information s'agit-il ? Vous avez ici, dans ce petit film, cet aspect, si j'arrive à le faire marcher, aïe aïe, oh, je suis désolée, bon, il y a un petit gag. En tout cas, il s'agissait de vous expliquer comment l'ADN dans le noyau d'une cellule est organisé de façon à être compacté, puisque dans une cellule, vous avez de l'ordre de 2 mètres d'ADN à peu près, qui est compacté dans un noyau qui fait de l'ordre de quelques microns. Par conséquent, il s'agit à la fois de le compacter, mais également de pouvoir le lire de la bonne manière dans chacune des cellules. Donc ce sont ces aspects qu'on a essayé de comprendre. Et bon, là, je suis carrément bloquée. Voilà. Ça va peut-être arriver. Je le vois sur mon écran. Voilà. Donc vous pouvez le voir de façon schématique ici, avec ces différents niveaux d'organisation de l'ADN qui vont depuis son unité de base, puisque dans le noyau de la cellule, cette organisation qui est un complexe nucléoprotéique comprend l'ADN et des petites protéines basiques.
dont le principe est de servir un peu comme des bobines à enrouler l'ADN pour le compacter. C'est ce que vous voyez avec le premier niveau ici, ce qui s'appelle le nucléosome. Donc on a à ce premier niveau des éléments qui peuvent varier, au niveau de l'ADN lui-même, qui peut être modifié, mais aussi au niveau de ces petites protéines qui sont appelées histones, avec le choix de ces histones qui existent sous forme de variants, mais aussi à travers des modifications qui peuvent être amenées par des enzymes capables d'imposer des modifications chimiques sur ces protéines. Enfin, cet élément est répété pour permettre aussi à d'autres protéines d'interagir, de reconnaître potentiellement ces modifications. Il y a également des facteurs de transcription qui interviennent pour ponctuer cette organisation. Il y a des éléments tels que des ARN qui sont non codants, mais qui participent à la compaction de certaines régions. On parle en particulier de l'inactivation du chromosome X dans le cadre des cellules femelles chez les mammifères. Il y a également la position dans le noyau, donc toute une topographie qui peut être importante pour déterminer ou contribuer à la manière dont on aura rangé l'ADN dans le noyau et de fait l'utiliser de manière différente. Donc tous ces différents niveaux sont des niveaux de régulation sur lesquels il y a moyen de jouer et d'intervenir pour le fonctionnement du génome. Alors, on peut obtenir des informations assez précises pour cartographier les variations dans cette organisation. Et ce que vous voyez ici, ce sont des cartographies qui vous donnent là les paysages de la chromatine avec des régions où vous avez, au niveau d'un chromosome donné, certaines marques, donc des modifications de ces petites histones, ces protéines basiques dont j'ai parlé tout à l'heure, ou alors des modifications de l'ADN, telles que la méthylation, ou encore, sur la droite, des cartographies de contact entre régions des chromosomes qui permettent d'avoir une idée de son organisation en 3 dimensions. Et on a donc le moyen de détecter des spécificités de ces paysages, de ces organisations, qui sont clairement définies pour chaque type cellulaire. Donc, et évidemment, là aussi, on a la capacité d'aller examiner leur altération dans des contextes pathologiques. Alors, bien sûr, les approches de séquençage à haut débit ont été extrêmement importantes pour pouvoir aller cartographier ces modifications au niveau du génome, mais également des approches d'imagerie qui sont également en cours pour aller voir au niveau molécule unique ce qui se passe dans le noyau des cellules. Maintenant, si on passe à la question du cancer, ce schéma, qui est un schéma que j'ai emprunté à Bob Weinberg, qui résume les grands éléments qui affectent les cellules qui sont engagées dans la voie du cancer. Donc, elles sont capables d'éviter la destruction par le système immun, elles sont capables d'avoir une capacité de réplication immortelle, elles sont impliquées dans la promotion de l'inflammation, elles ont un potentiel à induire l'angiogénèse pour les nourrir, elles ont des défauts dans leur stabilité et de leur génome et des mutations, c'est ce qu'on connaît le plus. Elles résistent à la mort cellulaire, elles ont des dérégulations au niveau énergétique et métabolique, et elles ont également des capacités à maintenir une prolifération face à un certain nombre de signaux. Alors, tous ces éléments-là sont à prendre en considération, et si on fait un petit zoom sur l'instabilité du génome et les mutations, on peut du coup se rendre compte qu'à cette échelle, on va avoir un impact sur tous ces différents blocs que j'ai mentionnés indépendamment. Donc là, on parle du génome, mais je vous ai parlé de l'épigénome également. Donc il s'agit aussi d'intégrer ces éléments-là avec cette vision qui incorpore l'organisation dans la cellule et le chromosome. Les régulateurs de la chromatine contribuent également à maintenir cette stabilité du génome. Et on arrive à nouveau à ce schéma que je vous ai montré tout à l'heure.
il s'agit de comprendre comment ce fonctionnement, pendant le cycle cellulaire, pendant le développement, dans différents environnements, va changer potentiellement, répondre à des mécanismes de signalisation, permettre de garder des informations pour les hériter à travers des divisions cellulaires, et comment on va pouvoir suivre les trajectoires de cellules qui vont avoir adopté une destinée donnée. Donc, dans la biologie du cancer, ces éléments-là sont extrêmement importants. Et je voudrais juste signaler, je reviendrai peut-être là-dessus, que ce sont des aspects qu'on essaye d'aborder dans le cadre d'un travail à l'échelle internationale avec un réseau qui est une initiative qui s'appelle Lifetime, qui vise à comprendre justement comment on peut potentiellement révolutionner à terme les approches dans le domaine médical en essayant de comprendre les trajectoires des cellules avec toutes ces informations qu'on peut avoir sur les cellules au niveau omique, au niveau épigénomique et dans un tissu et dans l'organisme. Donc maintenant, si je reprends comment on peut comprendre le cancer à partir d'une perspective épigénomique, je voudrais juste dire que ce sont des éléments extrêmement liés et le schéma qui est présenté ici vous montre comment le génome, qui peut être muté, va potentiellement être muté dans des régulateurs de facteurs qui jouent sur l'épigénome. Il peut aussi être muté dans des régions de contrôle qui vont affecter l'état de l'épigénome. Inversement, l'épigénome, si on prend la méthylation de l'ADN, peut être un élément qui va conduire à des mutations avec la déamination des 5-méthylcytosines. On peut avoir aussi des effets de la chromatine sur la mutation et les recombinaisons. Et enfin, des effets par hétérochромatinisation, mise sous silence de gènes qui peuvent être importants, en particulier dans la réparation de l'ADN, auquel cas favoriseront l'apparition de mutations. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de cercle avec un lien étroit entre génome et épigénome. Un premier point. Ensuite, comment cet aspect d'épigénétique peut contribuer à l'hétérogénéité tumorale ? Le résumé proposé dans le papier de Eswaran en 2014 met en avant le fait que la cellule normale exposée à différents agents, avec le vieillissement, l'inflammation, les réactifs oxygènes, peut donner lieu à de l'instabilité qui peut être de l'instabilité génétique ou épigénétique. Une cellule fondatrice de la tumeur peut avoir une mutation, donc, qui peut, elle, donner lieu à d'autres cellules qui vont avoir, là encore, qui vont être des clones avec soit des mutations, soit des modifications épigénétiques. Ce qui fait que dans la tumeur, vous aurez un ensemble de cellules avec des propriétés hétérogènes. Et je voudrais souligner à cet égard que cet aspect d'hétérogénéité, évidemment, conduit à s'interroger sur la façon de se débarrasser de ces tumeurs. Et ce qui ressort dans les travaux récents, c'est que lorsqu'on attaque une tumeur avec des approches de médecine de précision, ce qu'il reste très souvent, ce sont ce qu'on appelle les tumeurs résiduelles, qui sont un peu à l'état latent et qui peuvent repartir et redonner à nouveau un problème de cancer. Et les travaux mettent en avant des aspects principalement d'ordre épigénétique à ce niveau-là et pas tellement de mutation. Donc il y a une plasticité qui fait que les cellules peuvent échapper au traitement. Donc on voit là les sous-clones génétiques et épigénétiques, et comprendre comment on peut s'y attaquer est un des éléments importants. Un aspect également important, c'est comment cet aspect épigénétique peut intervenir potentiellement pour bloquer des cellules dans un état où elles ne peuvent plus sortir de cette capacité à s'auto-renouveler et ne se différencient plus normalement. Donc un modèle proposé, schématisé ici, c'est que dans la cellule normale, la cellule souche a un programme dans lequel elle a un marquage bivalent et elle peut donner, pour un gène donné,
sur ce gène une forme activée et sur un autre une forme réprimée. Donc cette capacité de faire ses choix lui permet de se différencier. Dans la tumeur, ça n'est plus le cas et on a ici un exemple avec une méthylation globale qui fait qu'elle est bloquée dans un état où elle est dans cette capacité à s'auto-renouveler. C'est un schéma de réflexion qui a été important dans le domaine. Donc, un petit point sur ces éléments constituants de l'unité de base de la chromatine dont j'ai parlé tout à l'heure, les variants d'histones. Alors, ces histones qui arrivent sous forme de différents types de variants, on les appelle H3H4 dans la partie la plus interne et ils sont flanqués de 2 dimères H2A, H2B, donc un peu un modèle en poignée de main autour desquels l'ADN s'enroule. Et ils sont amenés par ce que j'appelle des architectes qui viennent apporter ces histones au bon endroit, au bon moment pour le bon fonctionnement du génome. Néanmoins, si on prend les variants de l'histone H3, ils existent, comme je le disais, sous différentes formes. Et vous avez là 3 types de variants. Des variants qu'on appelle réplicatifs, qu'on voit abonder pendant la phase de réplication, des variants de remplacement qui sont des variants qui marquent plus particulièrement les régions fortement transcriptes ou alors les régions dans lesquelles des grands réarrangements ont lieu. Et enfin, des variants particuliers qui marquent les régions centromériques, donc les régions qui sont les régions clés pour ségréger les chromosomes dans les cellules filles. Un élément qui a été tout à fait frappant, ça a été de découvrir que des mutations dans ces variants de l'histone H3 étaient associées à des tumeurs pédiatriques de haut grade et on pouvait identifier de façon spécifique des mutations dans ces variants. Donc dans H3.3, c'est la mutation sur le résidu K27 qui est associée à une tumeur midline ou sur le pont, alors que c'est K27 sur le variant H3.1 qui est au niveau du pont, H3.3 sur le résidu 34, là c'est au niveau du cortex, et on voit aussi que l'âge de ces enfants qui ont les tumeurs est différent. On voit aussi qu'il y a un biais sur l'incidence entre hommes et femmes, et des aspects concernant la méthylation qui sont observés dans ces différents contextes. Donc on voit que potentiellement on a là un moyen de distinguer des sous-groupes qui vont potentiellement être traités différemment. Donc ça c'était en 2016 et pas plus tard que cette année, une analyse s'appuyant sur la méthylation de l'ADN a permis de classer de façon encore plus fine ces tumeurs du système nerveux central. En effet, dans le diagnostic de la pathologie, les observations des anapathologistes sur les coupes sont sujettes à quand même un certain nombre de variations et on a des difficultés à établir de façon claire ce qui va être de haut grade ou de bas grade. Et l'approche avec cette caractérisation de méthylation a permis de changer le diagnostic avec plus de 12% de cas sur lesquels on pouvait avoir une identification plus claire du type de tumeur et de la façon de la traiter. Donc ces approches ont impliqué de nouvelles méthodes avec des analyses sur un grand nombre d'échantillons. Et ces approches d'intelligence artificielle avec ce qu'on utilise au niveau mathématique en machine learning pour classer les tumeurs parmi toutes ces différentes entités. Et donc l'idée, c'est de transformer les approches d'analyse de la pathologie avec ce type de méthode. C'est un exemple là avec la méthylation de l'ADN, mais on peut tout à fait imaginer sur les autres volets tirer d'autres informations importantes.
Donc, j'ai mentionné l'aspect marqueur. Donc, on peut, à partir des tumeurs, établir des biopsies. On peut aussi, à partir des fluides biologiques et du sérum, dégager des informations qui peuvent permettre d'avoir des profils épigénomiques, de la méthylation d'ADN, des marqueurs particuliers, et ensuite se servir de ces éléments pour la détection dans le cas de cancers particuliers, comme élément pronostic sur le plan préclinique et également pour la prédiction dans les effets thérapeutiques. Maintenant, d'autres éléments ont également été pris en compte. Ce sont les épidrogues capables d'agir sur différentes cibles au niveau de la chromatine. J'ai parlé de l'ADN qui pouvait être modifié par méthylation, donc des enzymes capables de jouer sur le niveau de méthylation de l'ADN. Donc on voit ici toute une série d'inhibiteurs qui ont pu être utilisés, des inhibiteurs capables de jouer sur les enzymes qui modifient ces histones de différentes façons. Donc là, vous avez toute une série d'autres inhibiteurs qui ont été utilisés. Et ces épidrogues en thérapie du cancer, en général plutôt utilisés en combinaison, ont apporté des éléments pour l'instant principalement sur des cancers d'ordre liquide. Mais aujourd'hui, les tendances sont à essayer de voir si dans les cellules cancéreuses, on peut aussi, dans les tumeurs solides, essayer de cibler des défauts de la chromatine en combinaison avec ce qu'on appelle une dépendance aux oncogènes ou des approches de synthétiques létaux, c'est-à-dire qu'il y a une autre mutation qui a été identifiée et on peut avoir un antagonisme en ayant une inhibition avec un acteur à l'échelle épigénétique. Donc on a là un champ très actif et c'était un des aspects sur lesquels il y a un potentiel exploré dont on peut espérer de nombreuses possibilités futures. Alors ça, c'était en regardant les cellules cancéreuses, mais il est important aussi de prendre l'autre face de la question, qui est le système immunitaire face aux cellules cancéreuses, et donc considérer les cellules cancéreuses dans leur environnement également. Et là, je voudrais souligner comment les approches au niveau de l'étude de la cellule individuelle permettent de revisiter les mécanismes de différenciation, en particulier dans le contexte du système immunitaire, avec un exemple en collaboration avec Sebastián Amigorena, où on a essayé de s'intéresser au devenir des cellules T dans leur capacité à garder un potentiel souche, donc les cellules T CD8. Alors pourquoi ces cellules-là ? De façon très schématique, quand vous regardez ce petit dessin concernant la différenciation des lymphocytes, le lymphocyte immature va être stimulé et dans la voie de différenciation des cellules T CD8+, on va générer des lymphocytes cytotoxiques qui vont permettre d'éliminer les agents pathogènes ou les cellules qui pourraient être des cellules cancéreuses qui expriment des néoantigènes. Donc le fait est qu'en analysant dans le contexte d'un système modèle, donc là c'est chez la souris, ce qui se passait lorsqu'on avait inactivé l'enzyme qui est responsable des modifications sur l'histone H3 de cette modification sur la lysine 9, qui sont importantes dans la voie d'hétérochромatinisation, on s'aperçoit que lorsqu'on analyse ces cellules, on s'arrête dans une phase intermédiaire et on ne va pas jusqu'à l'effecteur complet, qui est celui qui est cytotoxique, mais on génère un pool qui est le pool mémoire, celui qui reste en fait quand on a arrêté d'exposer à l'antigène les cellules. Et donc, c'est un pool qui peut potentiellement, si on est en mesure de redifférencier, de donner des effecteurs à nouveau efficaces. Donc, peut-être que je devrais un petit peu insister là-dessus, puisque en immunothérapie du cancer, ce sont ces cellules-ci qui
qui vont éliminer les cellules cancéreuses, et l'effort dans les approches de transfert adoptif, où on essaye de remettre les bonnes cellules chez les patients, sont des cellules qui en fait ont un temps de vie très court. Donc si on était en mesure de les manipuler de telle sorte qu'elles soient plus dans cet état-là, on gagnerait en termes de temps pour les rendre plus efficaces dans le traitement du cancer. Donc là, je voulais juste illustrer cette idée de la manière dont on perd progressivement la capacité d'être cellules souches dans le contexte de la différenciation des cellules T, et qui s'accompagne de façon concomitante avec la répression de ces gènes de type cellules souches par ces modifications apportées au niveau du génome. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas que l'aspect concernant SUVAR39 dont je parlais, mais également d'autres facteurs qui sont d'autres enzymes de modification qui jouent ensemble de façon coordonnée. Donc voilà un petit peu où on en est. Les technologies sont en pleine explosion. Pour essayer de comprendre de la cellule au tissu et à l'organisme, ce qu'on cherche, c'est à identifier pour chaque cellule un petit peu je dirais sa carte d'identité d'une certaine manière, et modéliser son devenir, comprendre comment elle interagit avec ses voisines, son environnement, et c'est évidemment un effort multidisciplinaire. Mon collègue Amos Tanay, qui essaye de résumer tout ça, nous schématise ici comment on peut essayer de comprendre, et donc là c'est avec des approches physiques et mathématiques, comment la cellule peut être localisée, avec quelle autre cellule elle va interagir, quel impact cela peut avoir, les approches de haute résolution en microscopie, des approches d'hybridation en fiches, mais également de séquençage associé. Et ces éléments-là permettent aussi de comprendre ce que va faire cette cellule ensuite, mais aussi d'où elles peuvent venir et comment elles peuvent répondre à différents agents, dont des drogues. Les modèles qu'on peut générer sont des modèles qui permettent ensuite d'être testés avec des approches où on va inactiver spécifiquement les éléments qui auront pu être identifiés et évidemment faire ces profils épigénétiques et bien plus. Donc je voudrais conclure à ce stade en disant qu'on peut développer de nouvelles épidrogues et découvrir les dépendances vis-à-vis d'oncogènes, les antagonismes épigénétiques et les relations synthétiques létales pour avoir de nouvelles opportunités sur les tumeurs solides, que le ciblage thérapeutique de dysfonctionnement épigénétique va au-delà des épidrogues, avec ce contrôle de la régulation des mécanismes cellulaires comme la réparation de l'ADN, l'immunité et les liens avec le métabolisme, qui sont des pistes en cours d'exploration. Et enfin, il y a des liens importants avec l'inflammation tumorale, le micro-environnement à creuser. Je mentionnais en cible actionnable via des mécanismes épigénétiques les cellules cancéreuses, mais aussi l'autre facette, les cellules immunes elles-mêmes qui, elles, peuvent s'attaquer au système déficient. Donc pour conclure, peut-être qu'on peut déjà se rappeler et se féliciter que le projet du génome humain est quasiment complet, des collaborations avec les efforts sur l'épigénome à l'échelle internationale et au niveau européen ont permis d'avancer sur ces cartographies, que le futur de l'épigénétique, c'est vraiment de plonger dans la complexité des cellules pour comprendre ces régulations au niveau de la différenciation cellulaire dans le contexte de l'embryologie, le vieillissement, le cancer, mais aussi d'autres maladies, qu'il s'agit bien sûr de relier beaucoup de domaines de la biologie et de la médecine dans une approche très complète qui aura un impact évidemment pour la société et bien sûr avec l'industrie pour des innovations qu'on peut imaginer au niveau thérapeutique et technologique. Donc une initiative pour le futur que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est ce projet qui s'appelle Lifetime, qui est un projet qui implique plus de 52 institutions et 18 pays au niveau européen,
qui vise à conjuguer les efforts de chercheurs, de médecins, de physiciens, de mathématiciens, pour essayer d'avancer dans le développement des nouvelles technologies, de leurs analyses et également pour les mettre à la mesure des médecins et des patients pour avancer dans le traitement d'un certain nombre de maladies qu'on espère éradiquer ou en tout cas mieux gérer pour le futur, pour une vie meilleure. Je voudrais juste terminer en vous remerciant, vous, pour votre attention, mon équipe, mes collaborateurs à l'Institut Curie, médecins, chercheurs, physiciens, chimistes, et dans le monde entier, tous les soutiens dont on a pu bénéficier, et puis rappeler une phrase courte de Marie Curie, mais qui me semble importante, qui est que la science est d'une grande beauté. Et c'est peut-être une note pour finir, pour rappeler que Marie Curie, quand elle avait découvert la radioactivité, n'avait certes pas du tout idée à ce moment-là des implications que cela pouvait avoir pour la radiothérapie et pour traiter le cancer. La radiothérapie reste aujourd'hui un des moyens de traiter le cancer les plus importants. Et c'est également un domaine qui se marie bien avec les aspects d'épigénétique. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bon, merci Geneviève. Et donc, nous abordons la deuxième partie de ce 5 à 7 qui va permettre de poser toutes les questions que vous avez à l'esprit à Geneviève Almousny. Donc, allez-y, je les prends à gauche, à droite, les académiciens, les non-académiciens, tout le monde. Bernard Roch. Tu as évoqué à la fin de ta conférence les problèmes de réparation. Oui. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'à chaque division cellulaire, il y a un certain nombre de phénomènes qui exigent réparation. Et ma question précise était, est-ce que les DNA épigénétisés, si je puis dire, oui, sont réparables? Et est-ce qu'il existe des systèmes singuliers? Alors, merci beaucoup pour cette question, parce que là, on touche à un des aspects qui m'a particulièrement intéressée. En effet, lorsqu'on pense à la réplication de l'ADN, là, on voit très bien qu'on va devoir reproduire, et c'est quelque chose auquel on s'attend. Donc, la cellule est préparée pour pouvoir apporter les compléments nécessaires et restituer l'organisation. Par contre, lorsqu'on inflige des dommages, on est dans une situation un petit peu différente, et là, on n'aura pas forcément de nouveaux éléments à apporter. Donc, on a essayé de regarder, en infligeant des dommages de façon précise, pour regarder ce qui se passait au site des dommages. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un moment transitoire d'ouverture potentiellement de la chromatine, et on voit incorporation de nouvelles histones aux endroits où il y avait ces dommages. Donc on a un mélange de nouveaux et d'anciens qui se fait sans être nécessairement attendu. Et c'est vrai que c'est un élément extrêmement important pour ce qui est de comprendre comment on va pouvoir maintenir un paysage donné à un endroit donné. Donc quels sont les éléments qui interviennent pour restituer les marques à l'endroit en question? Donc les facteurs doivent être amenés à cet endroit-là pour le restituer. Donc les travaux actuels visent à comprendre comment cette coordination se fait ou ne se fait pas dans des contextes où on voit apparaître des défauts après dans l'expression des gènes correspondants. Geneviève, moi j'ai une petite question sur les épidrogues. Est-ce que tu pourrais commenter sur la spécificité qu'on pourrait... Enfin, les problèmes de spécificité, parce que tu veux tuer des modifications, tu veux les empêcher, les inhiber, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il Oui, on a l'impression qu'on va toucher tout le monde, voilà, et tout en même temps, et tu as tout à fait raison. Ceci dit, il faut bien garder à l'esprit que quand on utilise d'autres types
de drogue également, on touche aussi de façon assez générale. Mais là, le point, c'est qu'il faut considérer qu'on va toucher des cellules qui sont particulières. Donc, de la même façon que lorsqu'on utilise des agents qui endommagent l'ADN pour traiter le cancer, ou des inhibiteurs de polymérisation des microtubules qui vont interagir ou interférer avec la division cellulaire, on tape sur des cellules qui se divisent fréquemment plutôt que celles qui se divisent moins. C'est un petit peu la même chose qu'on peut envisager avec ces épidrogues, c'est qu'elles vont toucher des cellules particulières qui vont être plus sensibles. C'est pour ça que je parlais de ce contexte qui était de choisir la situation dans laquelle elles vont être sensibles. Parce que sinon, on va effectivement toucher tout le monde. Donc, c'est vraiment ce jeu de combinaison qui va être important. Et les recherches sont en quoi, alors, exactement? On en est où, là, exactement? Là, on a quand même des combinaisons sur un certain nombre d'épidrogues qui vont être utilisées sur des cellules qui vont être compromises, par exemple, dans un contexte de mutation type BRCA1 ou BRCA2, donc qui ont des difficultés dans leur capacité à réparer. Et donc, dans ce cas-là, elles sont plus sensibles à un certain nombre de drogues. C'est ce qui est en train d'être testé et qui peut être une piste d'avenir potentiel. Qui se rattache tout à fait à ça, c'est-à-dire que je voudrais savoir s'il y a eu déjà des essais de thérapie concernant les différents types de cancers et qui sont basés sur l'épigénome, des modifications épigénétiques, soit d'établir de nouvelles statuts épigénétiques ou bien de rétablir un statut épigénétique qui a été altéré par le cancer. Pour l'instant, il y a eu un certain nombre de combinaisons. C'est pour ça que je disais que ça n'a pas été fait de façon seule, avec d'autres types de drogues. C'est le point important. Donc pour l'instant, ce n'est pas utilisé tout seul du tout. C'est utilisé sur des cellules... Dans le cas de myéloïdes, ça a été... Hématopoïétique. Oui, c'est ce que je disais. C'est-à-dire le traitement est fait en culture, comment vous faites? Non, c'est administré aux patients. Oui, parce que c'est dans le milieu circulant, donc c'est pour ça que ça a pu être fait de cette façon-là. Donc ça a été fait pour la 5-acétidine, pour les agents déméthylants, pour des approches comme celle-ci. Et est-ce que les anomalies épigénétiques peuvent être situées sur des cellules souches cancéreuses? Tout à fait. C'est même là, je pense que, Nicole, tu touches du doigt un point très important, qui est qu'en fait, ce qu'on commence à comprendre, je l'ai dit juste brièvement, c'est que lorsqu'on essaye de rentrer dans les mécanismes de résistance, ce dont on s'aperçoit, c'est que si on a identifié une voie de signalisation particulière qui a été altérée, une bonne drogue qui permet d'éliminer les cellules cancéreuses concernées, ça marche bien. Donc, dans le cas du mélanome en particulier, avec la voie BRAF, ça marche bien, mais on voit réapparaître des nouveaux cancers. Et ces nouveaux cancers qui ont échappé à la drogue se sont adaptés. Et ces capacités d'adaptation, en grande partie, sont liées à une plasticité dans ce qui peut s'appeler les cellules résiduelles qui vont repartir et qui ont des caractéristiques, là, au niveau épigénétique important. Donc là, c'est vrai qu'en travaillant sur des inhibiteurs des protéines polycombes qui sont impliqués dans l'aspect méthylation sur l'histone H3 en K27, il y a eu des travaux là plutôt in vitro qui mettaient en exergue cette propriété dans ces cellules-ci. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très travaillé. Les approches de Jean-Christophe Marine sur le mélanome, justement, ont montré qu'il pouvait trouver différentes catégories de cellules en faisant ces approches que je décrivais en cellules uniques, où il voyait cette capacité de certaines cellules à basculer d'un état à un autre.
ça aboutit à un traitement personnalisé du cancer, non? Ça devrait pouvoir permettre d'intervenir à cette échelle-là, mais sans doute pas tout seul. Je pense que là, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il va falloir choisir les bonnes combinaisons. Oui. Merci. Il y a une question là sur la droite. Oui. Le professeur Prochons au Collège de France dit qu'il y a 250 000 molécules sulfatées, oui, qui peuvent intervenir dans l'expression du génome. Donc aujourd'hui, on n'en est qu'à la méthylation. Bon, ça c'est mon premier point. Après ça, je suis beaucoup les cours de l'éditeur, toujours au Collège de France, et elle parle de l'inactivation du chromosome X venant du père, mais ce chromosome, il comporte 600 gènes. Et par contre, on ne sait pas quels sont ces gènes, les fonctions de ces gènes qui sont inactivées sur ce fameux chromosome X. Donc, entre les 250 000 molécules vraisemblablement épigénétiques dont parle le professeur Prochon, et puis de l'autre côté, l'inactivation ou l'activation du chromosome X, avec ces 600 gènes sans qu'on sache exactement de quoi il s'agit, qu'est-ce que vous en pensez? Où en est-on réellement de l'épigénétique aujourd'hui? Alors, peut-être que l'inactivation du chromosome X est effectivement un très joli modèle, puisque vous avez dans la cellule femelle 2 chromosomes. Oui. L'un est actif et l'autre est inactif. Donc, ils sont traités différemment, potentiellement avec des séquences qui sont comparables. Et c'est vrai que la compréhension de ce mécanisme a fait l'objet de beaucoup de travaux impliquant un ARN non codant qui vient couvrir le chromosome qui est inactivé, mais ça s'accompagne également de toute une série de modifications et qui sont mises en place au cours du temps et au cours du développement dans des séquences extrêmement bien caractérisées aujourd'hui. Donc je crois qu'on dispose aujourd'hui d'informations tout à fait précises sur ce sujet et c'est un progrès très important. Donc voilà pour ce qui est de l'inactivation du chromosome X, mais ça nous a donné des pistes et des informations sur ces différents éléments qui peuvent jouer dans le contrôle de l'expression des gènes, qu'on peut retrouver dans d'autres contextes. Oui, mais il y a 600 gènes. Quels sont ces gènes qui sont inactivés ou... Ah ben, ils ont été quand même identifiés, puisque le séquençage a quand même permis d'identifier ces gènes. Et ces gènes, ils sont inactivés sur un des chromosomes, mais pas sur l'autre. Oui. Puisqu'il faut justement arriver à équilibrer l'expression de telle sorte qu'on ait un seul X actif pour qu'on ait la même chose que chez l'homme, potentiellement, où on a un Y et un X. Et quelle est la fonction de ces gènes? Quelle est l'utilité des protéines qu'ils produisent? Il y a toute une série de potentialités pour ces gènes. Comme ça, de tête, il y en a un, le gène ATRX en particulier. Donc, je peux mentionner celui-ci puisqu'il fait partie d'un complexe qui est associé au chaperon d'histone, que j'aime beaucoup, qui sont ces fameux architectes qui peuvent permettre de mettre en place les histones au bon endroit. C'est un de ces gènes présents sur le chromosome X. Et quand il est impacté chez les filles, ça donne lieu à des retards mentaux tout à fait significatifs. Donc on a comme ça, sur le chromosome X, un certain nombre de gènes qui sont notamment associés à des problèmes de retards mentaux. Question sur la gauche. André. Oui, dès qu'on parle d'épigénétique, on parle beaucoup en termes de pathologie, de défaut de prolifération cellulaire, donc de cancer. Y a-t-il d'autres défauts de pathologie cellulaire qui peuvent être mis sur le plan de défauts d'épigénèse et qui, par conséquent, pourraient être éventuellement envisagés d'être traités par les épidrogues ou d'autres approches visant l'épigénèse? Alors, l'épigénétique, pardon. Des maladies épigénétiques.
mais de type non cancéreux. Oui, alors de ce point de vue-là, j'ai mentionné les mutations au niveau du gène ATRX et les aspects retards mentaux, mais le gène de méthylation de l'ADN, DNMT3, A ou B, a aussi une importance particulière pour des problèmes aussi de retard. On a beaucoup de problèmes neurologiques associés à des déficits dans des facteurs qui sont impliqués dans le paysage épigénétique. Oui. Donc il n'y a pas, et puis il y en a d'autres, hein. Il y a des associations avec l'obésité, il y a des associations avec le diabète, avec les problèmes de métabolisme. Donc il y a beaucoup d'autres contextes dans lesquels ce sont des éléments à prendre en compte. Il faut bien, quand je prends l'exemple du métabolisme, ça paraît peut-être assez normal puisque l'environnement métabolique va déterminer comment on va pouvoir utiliser la capacité à méthyler ou pas avec ces enzymes, certaines régions. Donc, si on a des défauts dans le métabolisme à cette échelle, on peut interférer dans ces méthylations. Ah, les questions commencent à monter, là. Madame. Oui, bonjour. Dans votre titre, je vois que vous parlez de « Peut-on réorganiser son génome ?» Je voulais savoir est-ce qu'une famille qui a une anomalie génétique qui entraîne des cancers, est-ce que cette famille peut faire quelque chose? Alors ça, c'est effectivement sur le plan de la réflexion sociétale, c'est extrêmement important parce qu'on peut identifier une mutation et on va se dire « Oh là là, j'ai une mutation de prédisposition à quelque chose de terrible ». Mais est-ce qu'il y a des possibilités de contrevenir ce genre de choses? Alors, en ce moment, il est en train d'apparaître un certain nombre d'informations qui montrent qu'on a ce que les gens appellent des super-héros. Donc, c'est des gens qui ont ces mutations, mais qui n'ont rien du tout. Et du coup, les éléments de recherche sont d'essayer de comprendre pourquoi ces gens qui ont ces mutations, qui normalement donnent une fréquence et un risque d'avoir une maladie donnée ou d'avoir tout simplement une maladie, dans certains cas même clairement, y échappent, peuvent circonvenir le problème. Donc on n'a pas encore réellement compris, mais, parce qu'il faut encore analyser beaucoup d'éléments, mais il y aura peut-être des pistes qui aideront dans ce sens. D'accord, merci. Oui, monsieur. Ah oui, il faut un micro. Pardon, merci beaucoup. Un petit peu en parallèle ou en symétrie par rapport à toute cette recherche fondamentale à la fois sur le rôle, enfin comment apparaît un cancer et comment avoir une voie curative la plus efficace possible. Est-ce que toutes ces études-là permettent en parallèle d'affiner les démarches de prévention? Parce que dans la vie courante, on sait bien, on n'arrête pas de nous dire faut pas faire ci, faut pas faire ça, pas manger ceci, cela. Puis quelques temps plus tard, on dit bah non, finalement, on est revenu dessus, ça n'a pas les mêmes incidences que l'on pensait auparavant, ce qui me semble assez logique puisque la science évolue très vite. Et donc, je voulais savoir un petit peu de votre part, un petit peu ce que vous pensiez, comment on pouvait affiner la prévention de cancer hors maladie génétique. Alors ça, c'est un grand sujet et c'est vrai que ça nécessite des études épidémiologiques les plus fines possibles. Le fait est que l'aspect concernant l'obésité est un élément qui est associé quand même de plus en plus à des risques de cancer. Donc c'est vrai que les préconisations d'avoir une vie plus équilibrée sur le plan nutritionnel et exercice physique est quelque chose qui est mis en avant de manière générale, mais ce qu'il faudra avoir en tête, c'est que évidemment ce genre de choses, ça ne s'applique pas forcément pour tous les types de cancers. Quand on prend les cancers pédiatriques, on a affaire à autre chose. Donc ce type je dirais de contexte est à prendre avec des pincettes et à contextualiser à chaque fois. Mais c'était effectivement important
d'essayer de rechercher de manière rigoureuse s'il y a des pistes de ce côté-là. On peut aussi imaginer dans le futur, si on est en mesure de déterminer sur les individus sains, avant même que n'apparaisse un problème, les défauts qui permettent de penser que ça peut générer un problème pathologique, intervenir à ce moment-là. Et donc là, on est vraiment un peu dans la médecine futuriste. C'est ce qu'on essaye d'envisager pour dans 10 ans peut-être, si tous les projets et les progrès technologiques et leur implémentation, puisqu'il ne s'agit pas juste d'arriver sur le plan de la recherche à faire les choses, mais il s'agit aussi de faire en sorte que ça puisse passer à l'échelle de la pratique médicale. Tout ça, ça doit être travaillé en parallèle. D'autres interventions, d'autres questions? Bernard Roch. Merci. Tu as insisté sur l'importance du système immunitaire. Effectivement, actuellement, il y a énormément de composés qui s'adressent au système immunitaire, pas seulement dans le cas du cancer, du reste, mais en général. Oui. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi le système immunitaire est tellement important dans le développement des tumeurs, par exemple? Alors, je pense que c'est un point important puisque beaucoup d'espoirs sont aujourd'hui portés sur les capacités d'utiliser l'immunothérapie pour un certain nombre de cancers. Aujourd'hui, ça marche dans certains cas, pas dans tous, et ça a été utilisé principalement sur des cancers déjà très avancés dans le cadre de mélanome en particulier, ou des cancers du poumon. Et le fait est que les travaux ont permis de comprendre que, en situation normale, le système immunitaire doit être en mesure d'éliminer les cellules cancéreuses. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les cellules cancéreuses et le contexte du cancer silence, mais sous silence, voilà, ces cellules du système immunitaire. Donc, dans les approches d'immunothérapie, il s'agit de lever ces mises sous silence pour remettre en route le système et du coup éliminer les cellules cancéreuses. Mais il y a différentes façons de le faire, avec des anticorps dans certains cas, avec des vaccins, avec des approches en introduisant des cellules adoptives chez le patient. Et c'est un domaine qui est en plein essor, parce qu'il s'agit de comprendre pourquoi ça marche quand ça marche, et quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche. Donc là, évidemment, il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés, notamment ce que je mettais en avant avec l'aspect concernant l'épigénétique, c'est cette capacité à jouer sur le potentiel d'un réservoir de cellules qui vont être, avec une vie plus longue dans l'organisme, et capables potentiellement d'aller éliminer les cellules cancéreuses. Ce projet Flag Time, tu veux en parler un petit peu plus là? Avec plaisir, parce que c'est vrai que sur ce projet, c'est un projet très, très ambitieux qui se veut au niveau de l'Europe impliquer tous les grands centres européens pour coordonner des efforts à des niveaux multiples dans le développement de technologies qui vont permettre de potentiellement essayer de combler ce fossé qu'il y a entre la compréhension et les informations en termes de données qu'on a au niveau omique, au niveau du génome, et la manifestation au niveau cellulaire de défauts ou d'expressions qui sont observées, avec une intégration de ces informations au cours du développement dans un tissu et dans un organisme entier, avec la possibilité de regarder tout cela pour l'homme, à terme, dans le contexte de maladie. Alors c'est vrai que les révolutions qu'on a vues aujourd'hui, avec ces capacités d'analyser au niveau cellule individuelle un ensemble de propriétés,
en étant capable de réassigner la cellule dont on a analysé les propriétés à un tissu, à un endroit donné, à un temps donné, nous permet d'imaginer un peu, je vais prendre l'image que mon collègue Nicolas Rajewski aime bien, d'imaginer qu'on est un peu comme à l'époque des télescopes où on essayait donc de suivre les étoiles, et puis Kepler avait mis en place son télescope et Leibniz mettait en place tous les algorithmes d'analyse pour suivre la trajectoire. Donc là, on a un peu ce genre de choses aujourd'hui avec les outils de la biologie et physique, maths, qui doivent ensemble aller vers une compréhension pour modéliser, mais après aussi pour intervenir. Et c'est là où les nouvelles technologies du type CRISPR, donc ces ciseaux moléculaires qui permettent d'aller toucher spécifiquement une région affectée, vont pouvoir être implémentés. Donc on a un ensemble de personnes à tous les niveaux, et donc ce sont des chercheurs, des médecins, mais aussi des gens qui sont des citoyens, parce qu'il est important aussi que dans la réflexion sur la mise en place de ce tel projet, qui se veut sur une dizaine d'années, on ait un accompagnement au niveau de la société avec des aspects de formation pour les jeunes à venir qui soient main dans la main avec les progrès qu'on essaye de faire. Donc voilà, vous pouvez aller voir sur le site et vous aurez d'autres éléments d'information à ce sujet. Oui, monsieur. Combien ça coûte et qui finance vos recherches? Combien ça coûte? Mais c'est vrai que c'est très important. Alors, ce que ça coûte, il y a ce que ça coûte aujourd'hui et ce que ça coûtera demain. Et donc, l'aspect économique, c'est évidemment un point important, surtout si on considère qu'on veut pouvoir appliquer à terme les médecines du futur à nos patients. Donc, ces réflexions concernant l'économie sont également dans le schéma. Alors, ce que ça coûte, c'est comme le séquençage. Ça coûtait très cher en 1980. Maintenant, on en est à pas grand-chose pour séquençage d'un génome. Donc je pense que ça aussi, c'est ce redimensionnement de l'échelle et du coût en essayant de travailler sur le plan des technologies qui va nous permettre de mettre les choses à un niveau accessible pour tous. Donc même si c'est cher aujourd'hui, on espère que ça le sera moins demain. J'ai l'impression que le sens de la question, c'était combien ça coûte de faire les recherches en question? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, je n'ai aucune idée. Excusez-moi, mon ignorance. Nous raisonnons en centaines. Pour votre activité propre et les groupes auxquels vous collaborez, on est dans le domaine des dizaines de millions, des centaines de millions. Alors, je vais voilà. Et quand je dis qui finance, la part du privé et la part du public, et est-ce qu'il y a le financement vous n'allez pas dire que vous nagez dans l'argent, évidemment, certainement pas. Mais est-ce que vous estimez être dans une branche pauvre de la recherche ou dans une branche qui, au fond, a les moyens de travailler? Je pense que... Il n'y a pas de malice dans ma question. Non, mais je pense que je vais vous donner des exemples tout à fait concrets. Pour pouvoir faire nos recherches, on est amené à aller chercher des financements. Alors aujourd'hui, un des financements qui est très fortement apprécié dans les laboratoires, c'est ces financements qui sont octroyés au niveau européen par ce qui s'appelle l'ERC, c'est le European Research Council. Ce sont des financements extrêmement compétitifs et il y en a à différents niveaux. Il y en a quand on est une jeune équipe qui démarre, il y en a quand on est ce qu'on appelle un consolidateur en phase intermédiaire, et il y en a qu'on appelle avancé pour les gens les plus seniors. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc je bénéficie d'un de ces financements, c'est de l'ordre de 2,5 millions d'euros sur 5 ans. Voilà. C'est pas tant que ça, mais c'est quand même déjà pas mal. Mais après, ça dépend. Si vous considérez que vous devez prendre en charge des salaires de personnes, que vous avez les coûts d'expérimentation, ça va être vite utilisé. Voilà, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Mais avec ça, on peut faire des bonnes recherches. Mais c'est ce que je disais, c'est pas tant que ça. Non. Bah, sur mon équipe, on est une quinzaine.
Mais on a de la chance en France parce qu'on a quand même des gens qui ont des financements, et ça, il faut quand même le reconnaître, hein, du CNRS et de l'INSERM. Donc, les salaires de ces personnes sont couverts. Donc, ce qu'on va être amené. Et puis, on va chercher d'autres financements. Les salaires sont couverts par le CNRS? Certains, pas tous. Voilà. Quand on a des gens qui ont des postes, voilà. Parce que vous avez des gens du CNRS à temps plein avec vous? Pardon? Vous avez des gens du CNRS à temps plein avec vous? Dans mon équipe, oui. Ah, c'est bien. C'est très Payé bien. par le CNRS? Ah oui, oui, alors, oui, vous pouvez vous en sortir. Oui, oui. Ben oui, et on remercie. Ah ben oui, c'est formidable. Moi, je suis très heureuse pour vous. Est-ce qu'il y a quelques derniers petits sursauts de questions? Nicole. Voilà, vous voyez, je crois que nous sommes à un tournant avec l'épigénétique. Parce que je me souviens de ce qu'était la biologie avant la découverte du génome, avant la découverte de l'ADN et avant la démonstration que si nous héritons les caractères de nos parents, c'est parce qu'ils nous transmettent une molécule dans laquelle il y a cette information qui est inscrite d'une manière tout à fait extraordinaire et tout à fait précise. Alors quand on a découvert ça, on s'est dit qu'on avait compris les sciences biologiques, qu'on avait compris le vivant. Mais il y avait toujours des choses difficiles à analyser, des choses difficiles à comprendre. On savait par exemple que quand un gène particulier, un gène par exemple sur le chromosome X, et quand il est anormal, eh bien, les enfants qui portent ce gène se développent des maladies mentales et, tout à fait graves. On savait que si ce gène était normal, ces maladies n'apparaissaient pas. Donc ça, c'était clair. Mais il y avait beaucoup de choses, d'autres qui étaient beaucoup plus difficiles à expliquer avec ce qu'on savait à cette époque. Et en particulier, comment, quand un embryon se développe à partir d'une seule cellule dans laquelle il y a cette information qui a été transmise par les parents, pourquoi, à partir de cette cellule, on va avoir un organisme qui va avoir des cellules très différentes les unes des autres? Certaines vont devenir du foie, d'autres vont devenir des neurones, d'autres vont devenir de la peau. Donc, ces cellules vont fonctionner d'une manière tout à fait différente les unes des autres parce que certains gènes seront actifs dans certaines cellules, pas actifs dans d'autres, et que c'est une question de choix des gènes qui vont être actifs. Mais comment se fait ce choix? Eh bien, maintenant, on commence à penser que c'est quelque chose qui se surajoute à l'ADN et qui fait que sans que l'ADN soit modifié gravement, c'est-à-dire qu'il y ait des mutations, que ce ne soit plus les mêmes séquences qui sont les séquences normales qui existent, eh bien on va avoir un fonctionnement complètement différent des cellules. Et ça, c'est à cause, c'est grâce ou c'est par le moyen de ces molécules dont Madame vous a parlé et qui viennent se fixer sur l'ADN et rendre un gène inactif ou au contraire le rendre actif. Et ça, c'est l'épigénétique. C'est une science nouvelle. Et il faut dire que le laboratoire de Madame Al-Musni, eh bien, il est tout à fait normal qu'elle ait un soutien du CNRS parce qu'il n'y a pas énormément de laboratoires qui se sont lancés sur cette nouvelle science qui va changer complètement les choses en biologie. Et c'est toujours difficile de commencer à faire de la recherche dans des domaines qui sont juste en train de se développer. Et c'est ce qui se passe dans ce laboratoire et dans d'autres laboratoires en France aussi. Et ça, c'est une bonne chose. Et c'est bien dommage que le CNRS ne soit pas apte à financer davantage les recherches des scientifiques français. Bon, c'était Nicole Ledouarin, qui est grande spécialiste de l'embryologie. Moi, si je peux me permettre, il y a des petites modifications aussi, Nicole, qui arrivent sur l'ARN. Et on appelle ça maintenant de l'épitranscriptomique. Oui, oui. Donc, ça se complexifie encore. Il y a quelqu'un d'autre qui vient de nous faire un petit 5 à 7 sur l'ARN. Absolument. Voilà. Ah bah, attendez, il y avait une question ici sur la droite. Allez-y, monsieur. Bonjour. En fait, j'aurais une question concernant les cellules cancéreuses. Vous aviez dit en fait précédemment que les cellules cancéreuses pouvaient silencer entre guillemets les cellules du système immunitaire.
Concernant les méthodes pour pouvoir les effectuer, est-ce que les cellules immunitaires ont la capacité de se camoufler face aux cellules du système immunitaire? Est-ce qu'ils posséderaient un système de camouflage? Vous voulez dire les cellules cancéreuses pour échapper? En fait, c'est effectivement une façon de regarder les choses. Pour l'instant, ce qui a été observé, c'est que dans un certain nombre de cas, on a ces checkpoint inhibitors qui sont impliqués, qui font qu'on a un blocage de la capacité des cellules immunitaires à être efficace sur les cellules cancéreuses, mais on peut imaginer d'autres mécanismes qui n'ont pas encore été caractérisés dans le détail. Pourquoi pas? Il faut rester ouvert. Hein. Non, mais c'est tout à fait vrai. Alors à moi. Moi, madame, excusez-moi, je suis arrivée très très en retard, involontairement. J'ai une question, j'ose à peine la poser parce que peut-être que je suis ridicule. Mais je crois que maintenant on découvre que le cancer et les gènes, c'est très important. On ne le savait pas il y a quelques années. Est-ce que maintenant, madame, on commence vraiment à soigner avec cette connaissance du gène ou c'est vraiment de l'exception? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que peut-être qu'il y en a parmi nous qui ont un cancer. Est-ce qu'on commence déjà à les soigner avec l'étude du génome, madame? Merci. Je pense que clairement, les progrès qui ont été faits dans la caractérisation, les portraits moléculaires des tumeurs et l'identification d'un certain nombre de gènes qui sont affectés ont permis de faire des grands progrès dans la façon de traiter. Il y a eu un 5 à 7 avec Daniel Louvard qui a parlé de façon très précise de tout ce qui était cette médecine de précision qui s'est développée. Donc je pense qu'on est capable de traiter beaucoup de cancers dans lesquels on a identifié les défauts. Maintenant, la difficulté que je mettais en avant, c'est que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a des échappées à ces traitements plus tard. Et donc, des problèmes de résistance et des renouveaux de tumeurs. Voilà. Mais pour autant, les autres traitements se sont aussi améliorés, même si ce n'étaient pas des méthodes de précision. Et finalement, on s'aperçoit que le travail dans les combinaisons est quand même ce qui va être l'ouverture pour le futur. Oh ben, il y en a déjà qui ont commencé. Après, il faut bien voir qu'il faut être dans des protocoles, que tout ça se fait de façon réglementée. On ne va pas donner des traitements sans avoir initialement fait toute l'approche de préclinique pour ne pas exposer les patients à des effets adverses secondaires trop importants. Déjà qu'aujourd'hui, les traitements sont quand même assez lourds. Oui. De gènes dont on connaît. Écoutez, je vais vous dire très simplement, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Après, ça dépend aussi jusqu'où on va dans ce qu'on appelle un gène. Voilà. Il y en a 25 000 chez l'homme. Chez l'homme. 25 000, c'est ça. On ne sait pas ce qu'ils font. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que certains gènes font plusieurs choses aussi. Hein. Donc, il y a aussi cet aspect à prendre en compte. Bon, je pense que Geneviève nous a appris beaucoup de choses. Geneviève, il me reste à te remercier et à vous remercier, vous tous, d'être venus. Revenez souvent, ce sera un plaisir de vous accueillir. Merci à vous.